on vous accueille pour ce livre, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, aux éditions de l'Observatoire. De quoi est-il question dans ce livre? Des coulisses, d'une certaine manière, de ce qu'ont été les relations entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Et Dieu sait qu'elles ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, si vous n'avez pas lu ce livre, qui sort quand? Qui sort hier. Hier. Eh bien, nous l'avons lu. Quentin Bérichel l'a lu. Donc, on va d'abord en résumer les points peut-être les plus saillants. Et puis, vous allez répondre à nos questions. Voici les indispensables, donc avec Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir Isabelle Lasserre, bonsoir à tous. Donc, vous avez intitulé, Isabelle, ce livre « Les illusions perdues », mais Quentin, et il aurait pu s'intituler ce livre « les liaisons dangereuses ». Vous l'avez intitulé décidément. Vous auriez pu l'intituler « Les illusions perdues », justement. Oui, effectivement, vous le rappelez, Isabelle Lasserre, dans votre livre, 21 conversations téléphoniques ont eu lieu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine depuis le 14 décembre 2021. Ces conversations ont toujours duré plus d'une heure. Emmanuel Macron a-t-il eu tort de vouloir maintenir le fil avec Vladimir Poutine? Dans un premier temps, vous répondez non, Isabelle Lasserre. On ne peut reprocher à personne d'avoir essayé d'influencer le maître du Kremlin. En revanche, vous le dites, Emmanuel Macron a eu tort de croire les paroles de son homologue. Vous rappelez un épisode qui le montre bien. Le 20 février, 4 jours avant la guerre, après un coup de fil d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron se félicite d'avoir obtenu de Vladimir Poutine un accord pour rencontrer Joe Biden, le président américain. Succès diplomatique français. Et puis patatras, le lendemain, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, enterre la proposition. 3 jours plus tard, l'invasion russe commence. Le camouflet français est énorme. Vous expliquez pourtant que ce n'est que le symbole de l'illusion Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, et vous évoquez les origines de cette illusion, la soi-disant complicité née en 2017. Regardez au château de Versailles, la première rencontre entre les deux présidents. Vous évoquez également la visite d'État à Saint-Pétersbourg, sous les ornements du palais Constantine à Saint-Pétersbourg donc, jusqu'au moment phare de la relation, en 2019, au fort de Brégançon. Souvenez-vous, Vladimir Poutine offrant un bouquet de roses à Brigitte Macron lorsqu'il arrive. Les deux dirigeants apparaissent plus proches que jamais et Emmanuel Macron en est convaincu. Vladimir Poutine peut être un partenaire fiable, à l'inverse de ce que pense sa garde rapprochée diplomatique. Et vous racontez un épisode qui est souvent oublié. En 2019, au Quai d'Orsay, devant les diplomates réunis, Emmanuel Macron les rappelle à l'ordre. Ceux qui, au Quai d'Orsay ou au ministère de la Défense, voyaient davantage en Vladimir Poutine un destructeur de l'ordre international et une menace pour l'Europe, ont été priés par Emmanuel Macron de changer de cap et de ne plus se focaliser sur les mauvaises expériences. Pourtant, avant la guerre, Isabelle Lasserre raconte un épisode qui aurait pu ouvrir les yeux à l'Élysée. Oui, nous sommes en 2020. Et Alexeï Navalny, l'un des plus gros opposants à Vladimir Poutine, vient d'être empoisonné. Emmanuel Macron appelle alors celui qu'il considère comme son ami, Vladimir Poutine, pour lui demander des explications. Et ce dernier expose alors une hypothèse que vous qualifiez de grotesque. Ce serait Navalny qui se serait administré le poison. Emmanuel Macron est bouche bée. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant tout ce temps, s'est laissé berner par Vladimir Poutine. Le président russe, en réalité, méprise le président français à l'image de son surnom, Macron Chic, le petit Macron. Voilà comment Vladimir Poutine appelle son homologue français. Alors pourquoi ce mépris? Parce qu'en réalité, Vladimir Poutine misait plutôt sur François Fillon et Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle en 2017, deux candidats plus russophiles. D'ailleurs, vous l'évoquez, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait été pris pour cible par les hackers russes. Vladimir Poutine, en réalité, a toujours considéré Emmanuel Macron comme un adversaire. Expliquez-vous. Ce que vous reprochez au chef de l'État, c'est que malgré tous ces indices, malgré l'invasion en Ukraine, le président a multiplié les phrases que vous jugez trop complaisantes avec Vladimir Poutine. Un président ne devrait pas dire cela, résumez-vous d'ailleurs dans un de vos chapitres. 2 citations en particulier. La première, la voici en juin 2022. « Il ne faut pas humilier la Russie ».
Elle avait provoqué le courroux dans certaines capitales européennes. La deuxième, en décembre 2022. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire tout en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations? Des garanties de sécurité à la Russie, là encore, Emmanuel Macron avait choqué. Oui, parce que ce qu'on sait moins, on en termine avec ça, mais qu'Isabelle Lasserre explique, c'est que cela a provoqué des débats, des dégâts, et que la France s'est mise à dos une partie de l'Europe avec ses phrases et avec ses tentatives de dialogue jusqu'au bout du bout. Oui, et on parle là de l'Europe centrale et orientale, Varsovie, Riga, Vilnius. Vous êtes très claire, Isabelle Lasserre, dans ce livre. Dans ces capitales de l'Est, le French bashing est devenu la règle dans les conférences internationales. Et vous rappelez d'ailleurs les propos très critiques de certains dirigeants de ces capitales. Certaines personnes croient hélas encore que l'on peut changer la façon dont la Russie se comporte en lui parlant gentiment. Déclaration d'Ingrida Simonite, la première ministre de Lituanie, ou encore les propos du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui résume « Personne n'a négocié avec Hitler ». Merci Quentin. Alors ce n'est pas un résumé, ce sont les points saillants. Ce que vous remarquez tout de même, Isabelle, et qui, voilà, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, c'est que l'Allemagne n'a pas fait mieux en croyant jusqu'au bout qu'elle allait pouvoir continuer le commerce avec la Russie et en particulier à se fournir de gaz russe. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas fait, Emmanuel Macron n'a pas fait pire qu'Angela Merkel. Mais c'est ça qui est terrible avec ces erreurs de communication d'Emmanuel Macron et ces petites phrases prononcées, c'est que sur le fond, la position française et la position d'Emmanuel Macron a toujours été plus ferme que celle de l'Allemagne. Nous n'avons pas eu le problème avec Nord Stream 2. Nous, notre Nord Stream 2 à nous, c'était les Mistral et l'affaire a été réglée par François Hollande. Sur les sanctions, Emmanuel Macron a tenu extrêmement fort. Le soutien à l'Ukraine, y compris militaire, est clair depuis le début de la guerre. Les canons César ont fait la différence à un moment sur le terrain et les chars légers, les AMX, ont en fait ouvert la porte à la livraison d'autres chars par d'autres pays. Donc sur le fond, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, concrètement, dans les faits, on n'a pas beaucoup de reproches à lui formuler. Et en tout cas, beaucoup moins que l'Allemagne qui tergiverse toujours, en plus handicapée par sa nouvelle coalition. Ces trois partis qui ont des intérêts et des politiques différentes qui paralysent le pouvoir. Mais les petites phrases ont, en fait, c'est vrai, un petit peu pourri, dégradé la réputation de la France dans les pays de l'Est. D'ailleurs, le French bashing, quand on va dans les pays d'Europe orientale, c'est aussi un German bashing. C'est-à-dire que les deux pays sont associés et à la fin, il y a une espèce de revendication de ces pays de se débarrasser du couple franco-allemand qui, disent-ils, finit par nuire à l'Europe. Au fond, ce qu'on comprend aussi en vous lisant, c'est que pour Emmanuel Macron, il y a un avant et un après pour Vladimir Poutine, avant le confinement et après le confinement. Et il semble persuadé que le confinement, parce que Vladimir Poutine a été particulièrement parano, pour le dire court, particulièrement apeuré par l'hypothèse d'une maladie, qui s'est enfermée, et donc ça a modifié le caractère de Vladimir Poutine, en accentuant ses côtés sombres. Vous dites pas du tout. Vladimir Poutine n'a pas changé. Le Vladimir Poutine d'aujourd'hui, il était déjà lisible dans le Vladimir Poutine d'hier. Alors, je dis quand même qu'il s'est auto-radicalisé. Ça, c'est à peu près certain. Il s'est auto-radicalisé depuis le milieu des années 2000. Le Covid a sans doute rajouté en l'isolant à sa paranoïa un petit peu naturelle. Mais le Vladimir Poutine qu'on voit aujourd'hui, en tout cas son projet politique et sa manière de réduire, d'essayer de réduire à zéro, à néant la démocratie, il est perceptible depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ou en tout cas depuis les années à peu près 2003, depuis qu'il a commencé à mettre au pas en fait tous les médias indépendants et ensuite à éliminer de la scène politique tous les opposants qui commençaient à lui faire de l'ombre. Son projet politique, il est clair depuis le début, c'est reconstituer une espèce de forme de mélange d'empire tsariste et empire soviétique et de récupérer sa zone d'influence tout en luttant contre l'Europe et les Occidentaux. Et en fait, il n'a pas changé. Et si les dirigeants européens avaient fait l'effort en fait, de lire de manière scrupuleuse
tous les discours de Vladimir Poutine et de l'écouter, eh bien, ils auraient vu que tout était déjà inscrit. Parce que Vladimir Poutine a quand même une qualité, c'est qu'en général, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Mais vous dites quand même Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est votre formule dans le livre à propos de Vladimir Poutine. Oui, mais alors en plus, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'à Brégançon, il a vu le bon visage de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que effectivement, ça s'est très très bien passé. Vladimir Poutine était très décontracté. Bon, il a été superbement reçu avec un grand repas, il faisait beau, la mer était bleue, elle brillait. Et en fait, en plus, Emmanuel Macron lui propose un dialogue stratégique. Donc effectivement, il est de très très bonne humeur. La conversation dure beaucoup plus que d'habitude. Le repas, c'est jusqu'à à peu près 11 heures. Il n'y a pas de table de 15 mètres de large. Mais en fait, c'était pas la vraie. Enfin, Vladimir Poutine est assez rarement d'aussi bonne humeur et d'aussi bonne composition qu'il ne l'était à Fort-Brégançon. Donc Emmanuel Macron, effectivement, entre Fort-Brégançon et le post-Covid, début du mois de février 2022, quand il essaye de le convaincre de ne pas envahir l'Ukraine, c'est effectivement le jour et la nuit, le noir et le blanc. Mais en fait, Vladimir Poutine a toujours été le même. Alors, vos questions, vos réflexions, Catherine. Oui, alors comment vous expliquez finalement, puisque vous dites que la politique de la France, en fait, était la bonne, mais que ce sont les petites phrases qui, à un moment, ont donné des armes pour certains des Européens pour faire ce French bashing. Et comment vous l'expliquez ça? Si sur le fond, l'attitude était la bonne par rapport à la guerre en Ukraine, hein, bien sûr, comment vous expliquez que justement les Polonais, les Baltes, etc., tape si fort sur la France, puisque finalement, sur le fond, il n'y a pas à discuter de la sincérité de la France. En fait, le soutien à l'Ukraine, donc la politique est bonne dans le soutien à l'Ukraine. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours une ambiguïté dans la politique russe de la France, que ce soit sous Emmanuel Macron ou sous les prédécesseurs. Et que de manière générale, la France a toujours regardé la région, y compris l'Ukraine, avec des lunettes russes, qu'elle n'a pas du tout vu, en fait, l'affirmation des nations après la chute de l'Union soviétique, et qu'il y a eu, y compris chez Emmanuel Macron, une espèce de... Alors ça, c'est son en même temps, mais c'est aussi la politique française qui consiste, ok, on soutient l'Ukraine, mais on ménage la Russie. Et cet en même temps a été pratiqué en fait par tous les présidents français, et c'est ça aussi que nous reprochent les pays baltes, qui se souviennent tout à fait. On parle encore aujourd'hui dans les pays de l'Est de la petite phrase qui avait été prononcée par Jacques Chirac en 2003. Moi, je l'ai réécoutée la semaine dernière et la séquence entière est absolument incroyable parce que c'est 10 fois pire que ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui, en fait. Et Jacques Chirac dit à ce moment-là, on était en 2003, le contexte c'est la guerre d'Irak, on ne reviendra pas sur le fond, bien évidemment sur le fond, la France avait raison et Jacques Chirac avait raison. Et les pays baltes et les pays d'Europe de l'Est, évidemment, soutiennent le protecteur américain, hein, on peut les comprendre, ils n'ont pas la bombe nucléaire, eux, pour se protéger, et Jacques Chirac leur avait donc dit, vous avez manqué une occasion de vous taire. Cette petite phrase n'est jamais passée, et elle est encore prononcée aujourd'hui par les dirigeants baltes qui considèrent que la France, en fait, a une politique de complaisance vis-à-vis de la Russie. Pour plein de raisons, hein, parce que la France a toujours préféré les empires, parce qu'il y a des liens particuliers entre les militaires russes et les militaires français. 1914. Et parce qu'il y a une tradition d'anti-américanisme très forte, à la fois à droite et à la fois à gauche. Et chez Emmanuel Macron, c'est autre chose. C'est pas de l'anti-américanisme, mais tout découle de la volonté d'imposer son projet européen, qui, en fait, entraîne une espèce d'équidistance, enfin, en tout cas, c'est perçu comme ça, d'équidistance ou de neutralité entre les grandes puissances, et notamment les États-Unis, la Russie et la Chine. Et c'est ça qui choque ces pays de l'Est qui, en fait, n'ont pas retrouvé la démocratie depuis si longtemps que ça, c'est 1991, et qui se disent, comment peut-on mettre sur un même pied les États-Unis, la démocratie américaine, et des dictatures comme la Russie et la Chine. Bien évidemment, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne défend pas la dictature chinoise et la dictature russe. Mais vous voyez bien, il y a une voix française particulière de critique de l'OTAN que n'ont pas les pays de l'Est. Il y a une voix française particulière d'engagement dans une Europe stratégique qui d'ailleurs pour moi est tout à fait justifiée. Mais notre politique a du mal à être comprise. Jean.
Alors, cette fascination d'Emmanuel Macron pour Vladimir Poutine me rappelle quand même étrangement la fascination de François Mitterrand pour les dirigeants serbes de l'époque. On a toujours aimé effectivement les hommes d'État forts, avec des armées fonctionnelles. On aime ça, voilà. Les grands pays, voilà. Et on se méfie des petits peuples rebelles. C'est voilà. notre esprit jacobin. Exactement. Qui est toujours C'était l'histoire aussi, François Mitterrand avec les Serbes. Ouais. C'était, la Serbie a été notre allié. 14-18. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que là, vous avez raison, c'est de dire que les petites phrases d'Emmanuel Macron l'ont empêché de prendre un leadership, ou plutôt d'assumer définitivement un leadership dans l'Union européenne. C'est-à-dire, il n'aurait pas prononcé ces petites phrases sur « il ne faut pas humilier la Russie ». Il faut offrir des garanties de sécurité à la Russie. Vous imaginez, il faut offrir des garanties de sécurité à l'Allemagne nazie. Je veux dire, quelqu'un aurait dit ça, on aurait dit « mais vous êtes dingue, c'est pas le moment ». Bref, ces petites phrases, effectivement, lui ont nui. Mais au final, et on se dit, aujourd'hui, les nouveaux acteurs, c'est la Pologne, les pays d'Europe de l'Est. Mais là, finalement, est-ce que les Polonais, en ce moment, vous êtes au courant de la crise avec les Ukrainiens, vous savez qu'ils ont décrété donc un embargo sur l'ensemble des produits agricoles ukrainiens dont l'Ukraine dépend. C'est 26 milliards d'euros par an qu'on leur paye pour ces importations. Donc, au fond, est-ce que finalement, Emmanuel Macron n'est pas en train d'être sauvé par plus idiot que lui, c'est-à-dire en l'occurrence donc le gouvernement polonais de droit et justice, le PiS, qui est en train de tirer une alors balle, que la Pologne a énormément aidé l'Ukraine. Sauf que là, ils sont en train de... Mais là, oui. Là, ils l'étranglent. Mais pour une raison un peu technique, c'est que ces céréales n'étaient pas censées rester en Pologne, c'était censé être un pays de transit. On a travaillé là-dessus, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est de la spéculation. Je vous fais plus confiance à vous qu'à moi-même. Voilà. Un scandale d'un point de vue humanitaire, oui. C'est vrai que l'image des Polonais, c'est à nouveau assombrie. Elle avait été éclairée et elle avait fait oublier en fait la politique intérieure de la Pologne parce qu'ils ont été absolument remarquables sur le dossier ukrainien et qu'ils manifestent une ambition quand même qui est celle qu'Emmanuel Macron veut projeter sur l'Europe. Ils ont poussé leur budget de la défense à 4%, ils musclent leur diplomatie, et la patatras, les Français disaient tout le temps, attention, ok, nous on est critiqués, mais en fait, concrètement, on n'a rien à se reprocher. Par contre, les pays de l'Est, ils avancent, ils font caramba, ils nous donnent des leçons, et en fait, derrière, la structure n'est pas solide. Alors, on va voir. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron est le mieux placé en Europe pour prendre le leadership de l'Europe. Pour l'instant, il l'a loupé à cause justement de ces petites phrases et de son ambiguïté. En fait, je le résumerai en une phrase, il a mis trop longtemps à pouvoir dire ces quelques mots qui devraient être si simples à prononcer. Il faut que la Russie perde la guerre et que l'Ukraine la gagne. Alors, aujourd'hui, si on veut être le leader de l'Europe, il faut être leader sur le dossier ukrainien. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Dominique. Juste une remarque, le French bashing de ces pays européens n'est pas nouveau. Je veux dire... pour employer une expression allemande, la France les agace beaucoup de voyager en première avec un billet de seconde. Vous comprenez, membre permanent du Conseil de sécurité, j'étais à New York en 2003, la République tchèque nous honnissait parce qu'on osait dire le contraire des Américains, tout ceci. Et le problème, c'est que des petites phrases, comme vous le dites, chasser le naturel, il revient au galop. Dès que vous dites des petites phrases comme ça, clac, tout de suite ça allume, ça éteint tout ce que vous avez pu faire avant. Toutes les bonnes actions que vous avez fait faire, une petite phrase, ça revient. Parce que ce fond est là. Et donc il faut faire attention à ce fond-là, parce que notre position est singulière en Europe. Et étant singulière, notre position en Europe, il faut prendre en compte l'avis des 26 autres avant de pouvoir prononcer des paroles. Sinon, vous vous faites laminer tout de suite. Alors que, comme vous le dites, la France est quand même bien placée dans cette affaire-là pour pouvoir avoir une place qui... D'ailleurs, c'était très intéressant. Après l'évacuation de Kaboul, vous savez, et la fameuse phrase sur la mort cérébrale de l'OTAN, après l'évacuation de Kaboul, les Européens revenaient vers la France en disant, écoutez, c'est vrai, là, vous avez quand même un peu raison, là, les Américains, ils sont foutus de nous, quoi. Donc, mais hop, avec la guerre en Ukraine, on est parti dans l'autre sens. Donc il faut être extrêmement attentif à chaque mot, parce que
le naturel revient au galop. Ce qui est étonnant, c'est pas notre sujet, mais peut-être qu'on en parlera avec Jean-Michel Apathy un jour, c'est qu'il se passe sur le front international ce qui se passe avec le front intérieur bien souvent, c'est-à-dire que ce sont quelques petites expressions lâchées dans l'avion ou ailleurs qui focalisent les mécontentements ou qui brouillent ce que peut être une action par ailleurs. C'est assez étonnant. Patrick. Moi, je vais lire ce livre qui m'attire d'autant plus que le titre correspond à une perception. Donc vous l'analysez. C'est une perception assez largement répandue, les liaisons dangereuses. Et puis, personnellement, j'ai pratiqué pas mal de liaisons dangereuses dans ma carrière professionnelle, diplomatique. Donc, j'espère trouver là un éclairage. C'est le but, oui. Alors, je vais peut-être faire un petit commentaire sous bénéfice d'inventaire, parce que je n'ai pas lu votre livre. Et je prendrai l'histoire de la relation franco-russe en rebobinant le film en marche arrière, en quelque sorte. Je pars des fameux entretiens téléphoniques si nombreux. Personnellement, moi, ils ne me choquent pas, y compris avec le recul. Le président Macron n'est pas allé à Munich. Il n'a rien conclu à la place d'autres pays. Ah, mais j'ai jamais Non, mais vous ne le dites pas. Non, mais voilà comment je ressens. D'accord. Ouais. Je pense qu'il fallait le faire. Après tout, c'est le scénario le scénario final de la guerre. Moi, je n'avais pas prévu ce scénario-là. J'avais prévu plutôt une opération d'ampleur dans le Donbass, qui aurait pu être suivie d'une blitzkrieg. Voilà, il y a eu, ça n'a pas été comme ça, ça a été une blitzkrieg totale. Donc on s'est trompé, moi je me suis trompé, et donc a posteriori on peut penser que ces discussions au téléphone étaient déplacées parce qu'il y a eu la guerre. Mais comment pouvait-on le prévoir? Qui l'avait vraiment prévu? Peu de gens, les services américains et britanniques qui l'ont annoncé. Donc c'est la première chose. Alors, et je rappelle qu'Isabelle, dans son livre, indique dès le départ, on ne peut reprocher à personne d'avoir essayé d'influencer le maître du Kremlin. Alors, quant aux maladresses de langage, c'est vrai qu'il y en a eu, il y a la question de l'humiliation, mais alors, c'est l'humiliation passée ou parce que la thèse de l'humiliation de la Russie pour le passé, personnellement, je la conteste. Je ne pense pas qu'on ait humilié la Russie, mais ça, c'est un vaste sujet. Alors, ou l'humiliation demain, après une guerre perdue. Les garanties de sécurité, c'est aussi une maladresse, mais par contre, il y a la question du système de sécurité européen qu'il faudra bien aborder. Et puis, vous avez, ça n'a pas été dit, mais il y a aussi une autre maladresse qui est celle de l'escalade. À un moment donné, on a parlé d'une escalade dont nous serions-nous responsables alors que la Russie faisait la guerre. Mais alors, c'est pas nécessairement ces maladresses qui ont pu perturber la relation franco-russe. Je pense que depuis le départ, il y a un malentendu. Il faut partir de Versailles. Versailles est une très bonne idée. Le président Poutine, à l'époque, était assez ostracisé. Il est encore plus aujourd'hui, mais il était déjà. On l'a invité à Versailles. On a tiré le prétexte d'une exposition sur Pierre le Grand pour le faire venir. C'est un excellent habillage. Mais simplement, vos vaches cochons couvés, patatras, les choses sont mal passées. Vous vous souvenez de la conférence de presse. Ouais. Et le président de la République a été extrêmement audacieux. Il a fait une chose, pardonnez-moi de le dire, que normalement on ne fait jamais avec les Russes. Écoutons-le parce que je sais à quoi vous faites allusion, à cette phrase que nous allons entendre. Sur les médias et les hackers, etc. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère. Montage Marion Désert, ce sont des médias d'État, des médias d'État russes, et on sait ce que ça veut dire en Russie, et il le dit avec Vladimir Poutine à côté de lui. Vous racontez, Isabelle, que ça n'a pas beaucoup plu à Moscou. Enfin, il dit la vérité, Emmanuel Macron. Et là, en plus, il est assez énervé parce que il a été, effectivement, sa campagne électorale a été hackée. Cette réunion de Versailles a fait l'unanimité. Alors, sauf peut-être autour de Vladimir Poutine, mais personne n'a critiqué Emmanuel Macron, justement parce que pour une fois, parce que là, son en même temps a très bien fonctionné, c'est-à-dire que il a fait à la fois des ouvertures avec la Russie en disant à Vladimir Poutine, attention, je te promets, on va pas régler les crises internationales comme la Syrie, l'Ukraine, sans toi et sans la Russie, et en même temps, il a été très dur sur les droits de l'homme et sur les organes, enfin sur le Russia Today et Sputnik. Donc c'est vrai que tout le monde à ce moment-là a dit que c'était vraiment, vraiment bien joué. Cette rencontre n'a jamais été critiquée. C'est de même Brégançon qui a été critiqué par... À Brégançon, vous dites aussi que personne n'a critiqué ces rencontres. Ah si, parce qu'à Brégançon, Emmanuel Macron fait une opération de cavalier seul magnifique. C'est-à-dire qu'il ne prévient pas Angela Merkel. En Europe, oui. Voilà, je disais en France.